Évangile TV présente Partage ton histoire. Des témoignages émouvants et bouleversants, des moments insolites, du rire et des larmes, des vies changées radicalement, des guérisons incroyables et fascinantes, des personnes témoignant de leur rencontre personnelle avec Dieu, comment il a agi dans leur vie et dans leur famille, sans oublier des temps de déclaration et de prière. Bienvenue dans Partage ton histoire avec Chantal Rocamboura. Bienvenue à tous, j'ai le plaisir d'accueillir dans Partage ton histoire Myriam, une jeune femme de 23 ans d'origine tunisienne, allemande et polonaise qui a vécu des relations familiales complexes et tumultueuses. Son témoignage, marqué par des épreuves personnelles déchirantes, accrochez-vous pour découvrir le parcours extraordinaire de Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Chantal. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Alors Myriam, tu as 23 ans, tu es d'origine tunisienne, allemande et polonaise. Oui. Donc tu as grandi avec tes deux parents, mais ils se sont séparés lorsque tu avais 4 ans, c'est bien ça. Et du coup, ta maman athée et ton papa musulman. Oui. Donc bon, c'était... Mais en tout cas, tu vas justement nous parler un peu plus du contexte familial dans lequel tu as grandi, si tu peux nous donner plus de détails, s'il te plaît. Pas de souci. Du coup, moi, j'ai grandi dans une famille. Il y avait mon père qui était avec moi, avec ma mère. Donc, on était vraiment ensemble. Et ma mère et mon père étaient mariés lorsqu'ils m'ont eu, etc. Et lorsque ma sœur est née, ils l'ont eu dans leur mariage, etc. Mais ensuite, ils se sont séparés juste après sa naissance. J'ai vraiment grandi dans une famille, c'était un peu bizarre. Enfin, du côté de mon père et ma mère, ils ne s'entendaient pas forcément bien. Et du coup, moi, je l'ai vraiment pas trop bien vécu en vrai de vrai. Vraiment, ça m'avait beaucoup touchée et je le disais pas forcément parce que j'étais assez jeune. Pour moi, c'était normal en fait de vivre comme ça, mais bon, dès que je commençais à grandir, etc., et aller à l'école, et je voyais des gens qui avaient des familles vraiment qui s'entendaient bien. Le père avec la mère, c'était vraiment le couple, etc., vraiment marié, etc. Et moi, j'ai pas forcément vécu ça vraiment bien. Et du coup, je l'avais vraiment un peu pris pour moi et c'était vraiment dur dans mon cœur, mais je ne le montrais pas forcément. Mais après, quand j'ai commencé à grandir, c'est là que j'ai commencé vraiment à vivre ces blessures-là. Mais finalement, il s'est quand même passé que ton papa allait de son côté, puisqu'il y a la séparation et c'est ta maman qui a eu la garde. C'est ça. Mais ça a continué à s'empirer parce que ta maman disait des choses sur ton papa qui ont créé énormément de blessures. Est-ce que tu peux nous parler de cet épisode-là? Lorsqu'ils se sont séparés, donc moi j'étais assez jeune, je pense que j'avais un peu moins de 10 ans, même un peu moins, beaucoup moins. Et lorsque j'ai été séparée de mon père, etc., en fait je me suis dit mais pourquoi je devrais plus parler avec mon père, etc., pourquoi je peux plus lui parler. Et ma mère en fait elle avait nourri des mauvaises pensées sur lui, des choses, parce qu'en fait il s'embrouillait beaucoup. Et ma mère elle ne l'aimait vraiment pas, c'est-à-dire qu'elle avait commencé à vraiment nourrir de la haine en fait pour lui et ça déteint vraiment sur moi. Et comme je suis la grande sœur par rapport à ma sœur, c'est moi en fait qui entendais vraiment les choses, etc. J'étais vraiment ça me faisait beaucoup de mal. Et lorsqu'ils se sont séparés et que lui il est parti chez lui, que moi je suis restée avec ma mère elle m'a toujours dit non, tu ne parles pas à ton père, faut pas lui parler, voilà, non, il va faire des choses bizarres, etc. C'est pas un bon père et tout, c'est pas lui, etc. Ton Séparation conflictuelle en fait, oui, et voilà. où les enfants ont été entre les deux. Oui. C'est ça. Et lorsque, en fait, pendant toute mon enfance, j'ai été séparée de mon père. C'est-à-dire que ça fait récemment que j'ai pu commencer à lui parler. Mais quand j'étais jeune, j'étais vraiment séparée de lui toute mon enfance. Et finalement, quelque part, ta maman, du coup, elle devait se débrouiller financièrement, j'ai envie de dire, pour vous élever. Donc, qu'est-ce que ça a causé comme conséquence, si je peux dire? Alors, ma mère, elle avait seulement un salaire pour deux. Et il faut savoir qu'à un moment donné, le loyer était cher et qu'elle était toute seule. Et à un moment donné, il faut savoir que je faisais du sport. Je faisais de l'équitation, justement. Et mon père devait donner un peu le mois, etc. pour contribuer. Voilà, contribuer. Sauf qu'ils n'étaient plus ensemble et en fait, elle ne voulait plus rien recevoir de lui. Du coup, même là, en fait, ça nous a vraiment mis dans l'embarras. Et on a commencé à avoir des dettes par rapport à ce sport. Enfin, je faisais du sport et tout, mais ma mère ne voulait pas qu'on arrête. Tu faisais quoi comme sport? L'équitation. D'accord. Oh, en plus, c'est pas un petit sport à côté, là. Non. C'est quand même quelque chose qui devait coûter assez cher. Je faisais ça. Et ma mère ne voulait pas forcément nous enlever l'équitation parce qu'en fait, elle-même, elle a grandi dans une famille assez pauvre et elle voulait vraiment nous donner le meilleur. Mais bon, c'était pas forcément la meilleure manière de faire, mais elle a fait de son mieux. Et en fait, les dettes ont
on commençait à s'accumuler. Et finalement, on a dû laisser l'appartement comme ça et partir parce que c'était du jour au lendemain. On a commencé à avoir des dettes et c'était compliqué pour ma mère. Et même mentalement et psychologiquement, vraiment, pour elle, c'était dur. Et moi, je me dis, mais pourquoi je devais partir, etc. Enfin, je ne comprenais pas trop. Et je devais même rassurer ma sœur par rapport à ça parce qu'elle était jeune, mais elle en comprenait encore moins que moi. Elle avait quel âge une dizaine d'années. Et toi, tu avais je pense que j'avais 14 ans. Ah oui, à 14 13 ans, oui. 13-14 ans, ouais. Et du coup, je devais vraiment expliquer, etc., vraiment dans les détails. Et après, on a dû laisser l'appartement et partir. Donc vous êtes fait expulser. C'est ça. Et vous êtes allé où, au final? Alors, j'ai été chez une tante, une première tante, chez qui ça s'est pas forcément bien passé, parce que c'était compliqué, on ne sentait pas forcément de base, on n'a pas forcément de lien avec la famille de base. Et elle nous a quand même accueillis parce qu'on était sa famille, mais il n'y avait pas de lien proche. Du coup, c'était vraiment très compliqué à la maison parce qu'on avait une pièce pour dormir, etc. Mais on devait, en fait, c'était pas très très grand non plus. C'est-à-dire qu'on devait, en fait, on était vraiment les uns sur les autres et c'était pas très facile vraiment à vivre. Et je me souviens que, en fait, ma tante, on n'a pas forcément des bons liens, voilà. Et en fait, comme on était toujours ensemble, les uns sur les autres, en fait, à un moment donné, ça a commencé à... Il y a des frictions. Frictions, voilà. Et ça m'a vraiment, vraiment touchée parce que je me suis dit, purée, ça se trouve qu'elle va vraiment nous mettre dehors parce qu'en fait, on l'énerve, etc. Et j'avais vraiment peur que même ma mère se retrouve dans des problèmes, etc. à cause de ça. Et ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Et finalement, c'est ce qui s'est passé? Oui. Finalement, en fait, ma tante commençait à s'en prendre un peu à ma mère. Et puis après, c'était ma sœur et moi la dernière. Donc moi, je ne sais pas, mais ma mère a vraiment pris, parce que c'était ma mère et c'était sa sœur, elle a vraiment beaucoup pris, elle se faisait vraiment beaucoup crier dessus. Elle devait vraiment donner de l'argent, en fait, chaque mois. Mais en fait, elle nous disait aussi de mettre de côté. Mais en fait, elle se contredisait un petit peu. Et c'était un peu compliqué de garder l'argent, parce qu'en fait, elle nous disait achète ça, achète ça. Et en fait, c'était bizarre. Enfin, on n'avait pas forcément d'argent de côté et c'était vraiment compliqué. Et après, en fait, elle a commencé à s'en prendre à ma sœur, alors que ma sœur, elle disait rien. En fait, elle disait rien parce qu'elle avait peur aussi de se retrouver dehors aussi, en fait. Et sauf que moi, ça n'a pas forcément plu. Et toi, tu te laissais pas faire du tout. Non, pas trop. En plus, avec le caractère que tu te disais, en tout cas colérique, oui. Tu laissais pas faire. Et je parlais pas beaucoup, mais dans mon cœur, vraiment, il y avait des choses qui étaient en train de naître et c'était pas bon. Et je l'ai pas forcément dit, même à ma tante, même là, elle ne le sait pas forcément, mais il y a vraiment des choses qui ont commencé à naître dans mon cœur parce que je me suis dit, mais comment elle peut parler comme ça à ma mère, à ma sœur, il faut qu'elle puisse se mettre dans notre condition, en fait, parce qu'on n'a pas mérité ça. Et voilà. Et finalement, quand vous êtes partis? Du coup, on est parti de chez ma tante, mais on est parti chez notre tante. Une autre tante? Une autre tante, oui. Parce que ça s'est passé là-bas? En fait, avec elle, déjà, c'était compliqué. Donc voilà, après, elle nous a dit, bon, vous pouvez partir. On a dit OK. Et ma tante, du coup, une autre tante, parce qu'on est deux, elle nous a accueillis vraiment à bras ouverts, c'était vraiment différent. Elle a toujours été proche de ma mère, du coup, en fait, je lui parlais souvent et voilà, on était vraiment en bonne entente. Et lorsque on a commencé à vivre chez elle, il y avait ma cousine aussi qui était avec elle. Du coup, c'était beaucoup plus petit. Du coup, là, on dormait vraiment à 3 dans une chambre et ma mère, elle dormait dans le salon. C'était vraiment pas facile et il y avait des animaux aussi. Du coup, c'était vraiment encombrant. Juste mentalement, en fait, c'était vraiment pesant parce que je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas mon chez moi? Enfin, je me disais, c'est compliqué d'aller à droite à gauche, pourquoi j'ai pas mon chez moi? Et après, j'ai continué à grandir quand même, voilà, tranquillement, mais j'avais quand même, je me disais, mais il y a quelque chose dans mon cœur qui va pas, et je me dis, mais en fait, personne ne me comprend, j'ai l'impression que, enfin, il y a que moi qui vis ça, alors que pas du tout, mais j'avais vraiment des pensées comme ça, en fait, qui me venaient, je me disais, mais pourquoi je suis vraiment, pourquoi je vis ça, en fait? Est-ce que tu en parlais avec ta maman? Enfin, est-ce que vous retrouviez pour discuter de ces choses-là, pour essayer d'un peu de sortir la frustration, ou est-ce que chacun le vivait de son côté? Pas vraiment, parce qu'en fait, on était vraiment tout le temps ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment tout le temps ma tante, tout le temps son mari, ma cousine, et c'était compliqué de se retrouver ensemble. Même pour sortir dehors, on n'avait pas forcément le temps, ni les moyens de sortir, etc. Et c'était compliqué. Du coup, on ne se parlait pas forcément par rapport à ça, beaucoup en fait. Et au final, toutes ces frustrations, tout ce que tu gardais, t'ont poussé à te diriger vers certaines choses? Oui. En fait, déjà, j'ai commencé à parler beaucoup, enfin, comment dirais-je, très froid, vraiment dans le brut avec les gens, parce que je me suis dit, en fait, c'est comme ça, voilà, je vais parler comme ça et tout, c'est très bien. Parce qu'en fait, je me dis, mais
personne mérite que je lui parle correctement. Moi j'ai toujours vécu dans des problèmes. Voilà, je parlais vraiment comme ça. Et vraiment, même à l'école, c'était compliqué quand je parlais aux professeurs, même aux camarades. Et j'ai pas forcément d'amis, voilà. Mais je parlais très mal. Et après, en fait, j'ai commencé à tomber dans des mauvaises choses, dans des choses un peu sombres, etc. Et c'était vraiment, en fait, c'était vraiment compliqué. Tu avais quel âge, justement, pendant cette période-là? C'était le collège. Oui. Je devais avoir 13 ans, 14, quelque chose comme ça. Et tu es tombée dans quel côté sombre? Qu'est-ce que tu faisais concrètement? J'ai commencé à... En fait, c'est dû à des traumatismes aussi. Et j'ai commencé à tomber dans la solitude. Je voulais vraiment me priver de toute relation amicale avec qui que ce soit. Et en fait, ça m'a vraiment enfermée. Je me suis vraiment enfermée dans ma bulle. Je me suis dit, bon, il n'y a que moi en fait, qui peut m'aider toute seule. Enfin, personne ne peut m'aider. Du coup, je me suis dit, OK, je vais me mettre dans ma propre bulle. Et je suis tombée dans des choses comme la pornographie, enfin, les choses comme ça, en fait. Vraiment, la masturbation, les choses vraiment mauvaises. Et pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était vraiment normal. C'était vraiment... Il n'y avait rien de mal, alors que pas du tout. Mais en fait, il faut savoir que lorsque je suis tombée dans ces choses-là, il y a d'autres cas, en fait, d'autres choses qui sont arrivées avant que je tombe dans ces choses-là. Et qu'est-ce que justement tu peux nous en parler? OK. Du coup, moi, lorsque j'ai fini le collège, je suis entrée au lycée. Donc, pour moi, c'était un peu mieux quand même. Voilà. Mais il faut savoir qu'après, j'ai trouvé un appartement. Voilà. Dès que je suis rentrée en seconde, on a commencé à trouver un appartement. On a trouvé un appartement. Du coup, c'était mieux. Mais j'avais toujours ces blessures dans mon cœur. Je me sentais vraiment pas bien. Ça n'avait pas forcément résolu la chose en soi, mais juste le fait que je me retrouve toute seule un peu chez moi. Ça m'avait un peu aidée. Et lorsque j'allais à l'école, du coup, j'ai commencé à essayer de me faire des amis, mais j'avais du mal. Parce qu'en fait, finalement, j'avais vraiment pas l'habitude de parler avec des gens. C'était vraiment compliqué pour moi de parler. Et même, j'étais très introvertie. Je parlais vraiment peu. Et j'étais juste très énervée, très en colère, voilà, toute seule. Tu gardais tout à l'intérieur, oui, voilà, en fait. c'est ça. Et du coup, mes années de lycée passent. Je grandis voilà, en tant que personne. Voilà, je grandis en tant qu'adolescente. Et à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser voilà, aux garçons. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Mais j'avais pas forcément... de tact, je ne savais pas comment faire et tout, juste je voulais quelque chose. Et du coup, ça s'est passé, voilà, j'ai commencé à rencontrer des amis sur Internet, parce que vu que je ne parlais pas avec des gens dans la vraie vie, je me suis vraiment tournée vers les sites Internet, etc., pour parler avec des amis. Je me suis fait des amis chrétiens, entre guillemets, mais beaucoup d'amis... des personnes qui ne connaissaient pas forcément le Seigneur ou quoi, mais juste des personnes avec qui je pouvais discuter. Voilà, j'avais vraiment besoin de parler, en fait, parce que je ne parlais pas forcément même avec ma sœur ou ma mère, et c'était compliqué. J'avais besoin d'extérioriser en fait ce que j'avais dans mon cœur, mais je ne sais pas comment faire, mais je le faisais comme je pouvais. Et j'ai commencé à avoir des amitiés voilà, sur Internet et tout. Et à un moment donné, j'ai commencé à rencontrer des gens sur YouTube. Voilà, c'est des personnes qui faisaient des vidéos dans des jeux, etc., pour des jeux, et moi je pouvais tourner avec eux, etc. Du coup, à ce moment-là, j'avais 17 ans à ce moment-là, et je commençais vraiment à m'amuser, voilà. Là, je commençais à, entre guillemets, oublier un peu ce qui se passait dans ma vie, mais il s'est avéré que lorsque j'ai rencontré un garçon, justement par rapport aux vidéos, là, ma vie là, c'était vraiment, je pense, la chute vraiment de ma vie. À ce moment-là, je me sentais vraiment incomprise, etc. En fait, je l'ai rencontré, on a commencé à parler, et moi, j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Bien sûr. Mais lui, pas du tout. C'est-à-dire qu'il me faisait croire qu'il m'aimait. Ça, tu l'as su après, du coup. Et je l'ai su après. Mais il faisait vraiment semblant, en fait, de m'aimer. Et moi, j'étais vraiment tombée dans le panneau. Moi, j'étais vraiment amoureuse de cette personne. Et il faut savoir qu'à un moment donné, on s'était vus. Parce que tu avais dit qu'il venait à Paris. C'est ça. Il m'a dit qu'il venait à Paris, et il faut savoir qu'il avait peut-être 2-3 ans de plus que moi. 2 ans. Et on s'est vus, etc. Mais lui, il ne pouvait pas aller chez lui, et moi, il ne pouvait pas aller chez moi, etc. Donc, à un moment donné, il a dit, viens, on va dans un hôtel. Et moi, j'étais très innocente, c'est-à-dire que moi, je ne comprenais pas. Je disais, OK, parce qu'en fait, j'avais vraiment pas vécu, j'avais jamais... Bien sûr. Et j'étais vraiment, voilà. Et
dès qu'on va à cet hôtel-là, on prend la chambre, etc. Et il faut savoir que moi, j'avais rien prévu de faire avec cette personne. Pour moi, je voulais juste passer du temps avec lui. Oui, Voilà, t'étais pas dans ce mood-là, en fait. Voilà. Mais lui, ce n'était pas ça. Lui, c'était tout autre chose. Moi, je m'apprêtais à aller dormir, etc., faire ma vie. Et il a commencé à me dire viens, on fait ça, on fait ça. J'ai dit non, je voulais pas. Il a commencé à me forcer à faire des choses avec lui, alors que je voulais pas le faire, en fait. Et il m'a dit de me taire et seulement de faire ce qu'il voulait que je fasse. Wow. C'est-à-dire que... En tout cas, tu es très courageuse. Prends ton temps. Et du coup, il m'a forcé à faire des choses. Bon, il n'est pas allé plus loin que des attouchements sexuels, mais je l'ai vraiment vécu comme un traumatisme, en fait. Parce que moi, je le voyais juste comme copain, mais en fait, lui, il me voyait juste comme sa chose, en fait, ouais. son passe-temps. Et moi, je disais rien. Je disais OK. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il me disait vraiment de me taire. Sinon, je ne sais pas ce qu'il allait me faire, mais... J'avais peur. J'avais peur. Et après, il fait ce qu'il avait à faire. Moi, je me suis tue, j'ai dormi. Et le lendemain, on s'est quittés. Et il m'a dit, on se verra bientôt, on se verra bientôt. J'ai fait... Et je suis partie, j'ai pleuré tout le long du chemin. Je suis rentrée chez moi, ma mère n'a jamais su, parce que je ne l'ai pas forcément dit en détail à ce moment-là. Mais j'ai appelé une amie, justement, une amie que j'avais rencontrée sur les réseaux. Elle, c'était vraiment une bonne amie à moi. Et je suis encore en contact avec elle en ce moment. Et elle m'a vraiment réconfortée. C'est la seule que j'ai pu appeler, en fait. Et après, on a commencé à discuter, etc. Mais c'était très dur parce que ma mère, j'avais peur de lui dire, en fait. Parce qu'en plus, elle t'avait conseillé de pas y aller. Elle t'avait conseillé, enfin, elle t'avait dit oui. de faire... Ma mère, avant, m'avait dit... En fait, je pense que même le Seigneur, à mon avis, est vraiment passé par elle, etc., pour me parler. Sauf que moi, j'étais très têtue. Je voulais vraiment pas... en fait, l'écouter. Je voulais juste faire ce que j'avais envie de faire. Et elle me disait vraiment, non, n'y va pas, c'est pas bon, je sens pas trop, etc., c'est bizarre. Et moi, j'ai dit, non, t'inquiète pas, ça va aller. Et j'aurais dû l'écouter, mais je ne l'ai pas écouté. Et j'ai pu lui parler peu de temps après, quand même, le lendemain ou quelques jours après, j'ai pu vraiment lui dire, mais c'était compliqué sur le tas. Et comment elle a réagi quand elle a appris? Elle a bien réagi, je pensais qu'elle allait pas bien réagir, mais elle était beaucoup avec moi, elle m'a beaucoup soutenue. Et elle m'a dit qu'elle était là. Et c'est justement après ces moments-là, en fait, que tu t'es encore plus... que tu t'es renfermée, que tu es tombée dans la pornographie, oui. La masturbation, toutes ces choses-là. C'est ça. Parce que je crois que ça a vraiment créé des mauvaises choses en moi, pire, je pense. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et là, c'est là que je suis tombée dans la pornographie, dans la masturbation. Mm-hmm. Et j'ai continué. Et pour moi, c'était normal. Et alors que, non. Et tu as quand même revu ton agresseur lors d'un match? Oui, voilà. En fait, de base, j'allais à un match. Enfin, on m'a dit par le groupe que j'avais, on va au match, etc. Je ne pensais pas qu'il était là. Et en fait, d'un coup, je le vois. Donc pour moi, je le vois et il y a plein d'images qui tournent, en fait. De tout ce qu'il m'a fait, de moi, en fait, comment je réagis. Il y a beaucoup d'images et je suis restée comme ça, vraiment vide, en fait. Dès que je l'ai vu, j'ai fait... En fait, j'ai cru que j'allais tomber par terre, je ne sais pas, mais je me sentais vraiment mal, en fait. C'était vraiment mal. Et lui, il venait vers moi comme si que tout était normal, en fait. Il me parlait, il me disait « ça va, Myriam ?» Et moi, j'étais là. En fait, il y avait vraiment le vide. En fait, j'étais vraiment... émotion, rien. Il n'y avait plus rien du tout. J'étais tellement brisée, j'avais vraiment rien. Je me sentais vraiment impuissante. Et après, j'ai fait mon match. Et après, on ne s'est plus revus. Enfin, il est parti et je suis partie. Et après cette phase-là, tu es entrée en dépression? Oui. J'ai fini le lycée, le bac. Et après, je suis rentrée dans les études supérieures. J'avais fait une première année en japonais, en langue japonaise, mais j'étais partie à Toulouse à ce moment-là. J'avais besoin de voir autre chose. Mais il n'y avait pas que ça, c'est que entre-temps, sur les réseaux sociaux, j'avais rencontré quelqu'un. Et il était à Toulouse, justement. Et j'étais aussi allée là-bas parce qu'il était là-bas. D'accord. J'aimais le japonais, mais je voulais aussi y aller parce qu'il était là-bas. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas? J'y suis allée.
Et en fait, c'était pire aussi, c'était pas amélioré. J'étais vraiment dans un endroit très petit, donc c'était vraiment compliqué. Je me suis quand même fait un ami là-bas. C'était un très bon ami et c'est encore mon ami à l'heure actuelle. Mais j'avais encore du mal à parler et j'étais encore bien enfermée sur moi-même. Et je disais rien. Juste, j'allais faire mes cours, etc. Et cette personne-là, justement, je l'avais rencontrée. Et elle était très fan de mangas, voilà, les mangas, les animés, etc. Chose que j'aime bien. Mais lui, c'était vraiment, voilà, vraiment beaucoup, etc. Et moi, je pensais qu'il m'aimait beaucoup, il m'aimait bien. Voilà, t'es un peu retombée dans le même voilà. Dans le même cercle. En fait, à un moment donné, il m'a demandé d'envoyer des photos de moi. Des nudes? Oui. Du coup, je l'ai fait, parce que pour moi, c'était normal aussi. Pour moi, c'est vu qu'on était copains, copines, voilà. Sauf que ça a été screené, ça a été enregistré, ça a été des captures gardé. d'écran. Oui, et moi, au début, je disais, mais pourquoi tu fais ça? Et il me dit, t'inquiète, t'inquiète. Mais en fait, ça a vraiment très vite tourné sur nos groupes qu'on avait sur l'application. Il a envoyé tes nudes sur Il le n'a pas groupe? envoyé, mais il a dit que Myriam a envoyé. Wow. Et il a gardé pour lui, etc. Mais quand on se voyait, voilà, pour moi, bon, je voulais pas faire grand-chose, mais voilà, on faisait des choses, mais c'était pas dans le plus. Et du coup, après, j'ai compris que, en fait, lui aussi, c'était un peu... Je me suis dit, mais ça me rappelait quelque chose. Et là, ça m'a vraiment encore plus touchée. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi? Pourquoi c'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pour en arriver là, en fin de compte? Et du coup, j'ai vraiment continué à nourrir des choses dans mon cœur par rapport à ça. Sauf que je ne lui parlais plus. J'ai arrêté de lui parler après, à ce moment-là. Du coup, tu es retombée dans une phase de dépression. Ta maman te conseillait même de prendre des médicaments. Oui. Et tu entendais même des voix. Oui. Et vraiment, je suis tombée dans en fait, une dépression très grave. J'entendais des voix qui me disaient « Va mourir, tue-toi, faut que tu meurs, tu ne sers à rien. Regarde ce qu'on te fait, tu n'as pas de valeur, tu à ne ce sers à rien. » moment-là, tu avais conscience du monde spirituel, non? Non. Pas encore? Non. Tu savais pas que ça pouvait être vraiment causé par des esprits démoniaques? Non, je ne savais pas. Je pensais que c'était moi-même qui me disais ça. Genre, tiens, juste parle-toi à toi-même, c'est bien, tu mérites que ça. Et moi, j'avais pas forcément... En fait, je savais qu'il y avait Dieu, voilà, que moi, je savais qu'il y avait Jésus, mais je n'étais pas vraiment dans la religion, etc., dans la relation avec Dieu. Mais j'étais juste comme ça. Et j'entendais vraiment des voix me dire « Mais tue-toi, mais fais ça, scarifie-toi. » Vraiment, fais-toi du mal parce que ça va te faire du bien, etc. Et moi, j'étais en mode, oui, c'est vrai et tout. Et moi, je commençais à dire, oui, c'est vrai, etc. C'est vrai, ça et tout. Et je commençais à sourire par rapport à ça. Je disais, mais ça, c'est trop bien. Et il me disait aussi, va mourir, saute, tu peux sauter là. Enfin, t'inquiète et tout. Juste, quand tu vas mourir, ça va aller et tout. Tu verras, tu seras libre et tout. Personne ne pourra t'embêter. Et moi, j'avais vraiment pris ces pensées-là pour moi. J'ai dit, mais c'est une très bonne idée. Et j'avais vraiment testé à plusieurs reprises de le faire. Mais ça n'a pas marché parce qu'il y a toujours une circonstance qui m'empêchait de le faire. Et au fond de moi, je disais non, j'ai pas envie de mourir. En fait, il y avait vraiment, je me battais avec mes pensées, je ne sais pas, mais à ce moment-là, je luttais en fait contre le fait de mourir et de vivre en fait. Mais finalement, comment le Seigneur du coup t'a attiré à lui? Parce que ta sœur, elle, elle avait déjà rencontré le Seigneur et elle priait pour toi. Oui. Si tu peux nous expliquer en 2-3 minutes, comment ça s'est passé en fait? Alors Sabrina, ma sœur justement, a été chrétienne et dès que je suis rentrée à la maison à Paris, elle a commencé à me dire ok, viens dans mon église, etc. Tu vas voir, c'est bien et tout. Et moi au début je disais non, j'étais vraiment très fermée, je me disais mais qui va m'aider à part moi-même? Et je suis allée à l'église justement parce qu'en fait elle priait beaucoup pour moi et même les responsables de Sabrina à cette époque-là, de l'église, priaient pour moi aussi. Du coup vraiment j'étais vraiment bien encadrée et j'y suis allée. Donc la première fois j'y suis allée, c'était en mars 2022. À ce moment-là, j'avais accepté le Seigneur dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur, donc gloire à Dieu. Mais j'étais encore dans la dépression, j'étais encore dans l'idolâtrie, parce qu'il faut savoir que j'écoutais beaucoup de musique mondaine, mais beaucoup de musique coréenne, etc. Vraiment dans l'idolâtrie, j'ai idolâtré beaucoup les chanteurs. Et je continuais à aller dans des concerts, des choses comme ça. Mais j'étais toujours dans ce mal-être. J'avais toujours ce mal-être-là, donc je me suis dit, mais c'est Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en juillet 2022, le 31 juillet 2022, je pense que je n'oublierai jamais cette date parce que ça a changé ma vie. Lorsque je reviens à l'église pour la deuxième fois, j'y vais. Et là,
je fais mon culte et j'avais prévu de partir et de mourir en fait dans la semaine. J'avais fait un petit truc, j'avais écrit oui, bon, bah, bientôt je vais mourir à tel jour. Et le Seigneur n'a pas décidé autrement. Voilà, il a décidé vraiment autrement et il m'a dit voilà, aujourd'hui tu vas me rencontrer et faut savoir que j'avais prévu de quitter voilà, le culte et j'y suis restée toute la journée finalement. Ouais. Et j'ai rencontré un responsable de l'église qui est maintenant mon responsable actuel. Moi je ne le connaissais pas. Il connaissait Sabrina parce que bah, elle était avec lui. dans le groupe, oui. Et il a commencé à me parler, etc. Et à me témoigner beaucoup d'amour. Je me suis dit mais pourquoi enfin, bizarre. Et il me disait mais ça va Myriam tout. Et moi j'étais en mode, moi je regardais un peu en mode ouais. Et après il me dit attends viens on va parler tout ensemble. On parlait, il a commencé à me parler, etc. Et là il me dit oui tu sais le Seigneur t'aime, etc. T'aime beaucoup, etc. Il commence à me parler de ma vie, de ce que j'ai pu vivre, etc. Et moi j'étais enfin, qui me connaît qui lui a dit et après il me dit tu sais le Seigneur t'aime et le Seigneur te connaît et il sait par quoi tu es passé et aujourd'hui c'est ta rencontre avec lui si tu lui laisses vraiment la place. Wow. Et Amen. j'ai dit ah et en fait ça a sonné vraiment dans mon cœur comme si c'était vraiment Dieu qui me parlait et j'ai dit d'accord. Et d'un coup j'ai senti vraiment qu'il fallait que je donne vraiment toute ma vie à Dieu. Et il m'a dit ok bah, rentre à l'église et ouvre ton cœur à Dieu et tu verras ce qui va se passer. C'est ce que j'ai fait. Et c'est en rencontrant cet amour de Dieu que tu as été libérée de la dépression au final. C'est ça, le jour même en fait, dès Wow, Dieu est fort. Dès que vraiment j'ai ouvert ma bouche, j'ai juste dit Seigneur j'ai besoin de toi parce que je ne veux pas mourir, aide-moi. Et là j'ai senti vraiment l'amour de Dieu remplir mon cœur et j'ai commencé à me sentir dans vraiment une paix que j'avais jamais ressentie. Et depuis ce jour, bah, en fait, ma vie a changé parce que le jour même j'ai été dégoûtée des musiques mondaines, par exemple, même de faire la pornographie, etc., les choses comme ça. Oui. C'était vraiment un dégoût. En fait, Dieu a mis vraiment un dégoût dans mon cœur. Et le soir même, j'ai dit à ma sœur, justement, envoie-moi ta playlist de musique chrétienne. Je vais écouter, etc. Je voulais vraiment, vraiment me séparer de tout ça et j'ai commencé à grandir avec Dieu après ma rencontre avec lui, vraiment, véritablement. Amen, amen. Waouh, comme quoi, franchement, c'est jamais trop tard pour venir à Dieu, en fait. Malgré la profondeur du péché dans lequel on se trouve, les situations compliquées, Dieu est toujours là. Merci beaucoup, Myriam, pour ce témoignage. Et à vous qui me regardez aussi, vous avez compris au travers de son histoire que Dieu est toujours là et Dieu nous tend toujours la main. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez véritablement décider de faire une rencontre, cette rencontre avec Jésus. Il ne s'agit pas d'une religion, mais il s'agit d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et Dieu est notre Père, en fait. Et il y a une chose, peut-être que tu ressens ce vide dans ton cœur aujourd'hui, mais laisse-moi te dire que ce vide ne peut pas être comblé par l'amour des hommes ou des femmes, par le péché, par les plaisirs éphémères. Comme je le dis, c'est éphémère, ça passe. Mais par contre, l'amour de Dieu, l'amour de ce Créateur, et comme j'ai l'habitude de dire, il y a un vide dans notre cœur en forme de Dieu, et seul Dieu est capable de le combler. Et aujourd'hui, si tu veux ressentir cette paix, tu veux véritablement rencontrer Jésus, je t'invite à faire cette prière avec moi, à fermer les yeux et tu vas tout simplement répéter à voix haute après moi et tu vas dire « Seigneur Jésus, aujourd'hui je veux te rencontrer. Je crois que tu es le Fils de Dieu et qu'il t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que tu me libères. Je veux te suivre. Je crois que tous mes péchés ont été effacés et je recommence à zéro avec toi. Je deviens ton enfant. Au nom de Jésus, Amen. 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 Bravo et félicitations. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Parle à Dieu. C'est ton Père, c'est ton meilleur ami, c'est ton confident avec ton cœur, avec tes propres mots. En tout cas, merci beaucoup Myriam pour ce témoignage. Oui, merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour une autre histoire dans Partage ton histoire.